Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous accueillir au Collège des Bernardins pour cette soirée tant attendue sur ce thème de l'éthique et la politique. Donc peut-être pour bien vous accueillir, vous rappeler un peu ce qu'est ce lieu, le Collège des Bernardins, qui a été érigé au XIIIe siècle au cœur de Paris, ici même, pour accueillir des moines cisterciens en formation, afin de leur permettre un contact direct avec l'effervescence intellectuelle qui règne alors dans la capitale. Alors aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, la pérennité de cet édifice témoigne encore du génie humain qui y fut déployé. Cette architecture qui coupe le souffle témoigne du rôle essentiel des émotions lorsqu'elles ouvrent à l'intelligence de nouveaux chemins à parcourir. Les magnifiques voûtes de cette nef que vous avez traversée en arrivant relient en effet plusieurs perspectives. À leur image, nous pouvons aujourd'hui définir les Bernardins comme un espace permettant de rapprocher plusieurs domaines, souvent disjoints dans les esprits, comme l'art, la culture, la recherche scientifique sur les enjeux sociétaux de notre temps, l'intelligence de la foi, tout en étant en dialogue permanent avec le monde. Pour incarner pleinement ce dialogue, le Collège des Bernardins prend aujourd'hui la forme d'une nouvelle résidence au sens large où artistes, théologiens, philosophes, scientifiques, politiques, militants de toutes causes, chercheurs, croyants ou non, professeurs et étudiants mêlent leurs compétences, leurs talents, leur soif de connaissance et parfois leur révolte afin de décrypter les enjeux de notre temps. Alors au milieu des crises que nous traversons, cette résidence originale, ouverte à tous, a pour une seule ambition d'être un incubateur d'espérance et de fraternité. Et je ne peux qu'attirer votre attention sur l'exposition actuelle de Laurent Grasso que nous proposons. Laurent Grasso qui est un artiste contemporain de renommée internationale. Cette création du moment tente de témoigner humblement de cette démarche. Je me permets de vous y inviter. Démarche de rencontre avec notre société. Démarche d'accueil des trésors qu'elle porte en son sein, et particulièrement auprès des jeunes. Démarche de se laisser bousculer par des courants ou des sensibilités que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Nous sommes alors conviés à chercher ce qui demeure face à ce qui s'effondre ou qui est éphémère, à chercher ces réalités essentielles qui sont souvent invisibles à nos yeux et à chercher toujours ce que nous pouvons apprendre des autres. Alors ce soir, nous sommes interpellés ensemble par cette question. Y croyons-nous encore ? Et loin des angoisses, des désespérances de nos contemporains, nous cherchons ici, nous aspirons à cette cohérence entre le discours et l'action. Et nous vous invitons donc à prendre avec nous ce soir de la hauteur pour explorer les chemins de la constance afin de servir le bien commun et la paix. Donc je vous souhaite une belle soirée, excellente soirée et bienvenue à tous et à toutes. Merci de votre attention. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je me présente, je suis Fabrice Rousselot, directeur de The Conversation, qui est un média qui essaie d'allier le journalisme et la recherche pour justement donner des analyses de l'actualité. Éthique et politique, vous y croyez encore ? Certains auraient dit la réponse est dans la question. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, c'est que ça résonne beaucoup avec l'actualité depuis un petit moment. On est dans une période de mobilisation, on est dans une période où on parle des super profits. On peut parler de la polémique sur la Coupe du Monde au Qatar et de son impact environnemental, par exemple. On peut parler aussi des sujets qui traversent la politique, les problèmes de violence aussi sexuelle qu'on aborde en politique, la valeur travail, qu'on abordera tout à l'heure avec François Ruffin. Et donc, on est ravis ce soir d'accueillir une table ronde de haute volée pour justement aborder tous ces sujets.
Je vous présente Camille Etienne, qui est militante écologique, qui est active dans plein de choses, mais notamment dans un mouvement qui s'appelle On est prêt, et qui, dans ce mouvement On est prêt, si j'ai bien compris, hein, mais on en parlera tout à l'heure, propose de l'action, notamment au niveau des vidéos, mais aussi de production digitale, autour des enjeux environnementaux et sociaux. J'en profite tout de suite pour faire un petit point. Non, ça fait 2 ans maintenant, je suis partie de On est prêt. Mais c'est normal, ma page Wikipédia n'est pas mise à jour. Et donc, du coup, à chaque fois, on me rappelle ce passé que j'ai adoré. Mais non, maintenant, ça s'appelle plutôt Avant l'orage et je travaille avec plein d'organisations différentes sur des questions de lobby politique, notamment de fonds marins et beaucoup contre Total Énergie. J'allais citer Avant l'orage, donc voilà, vous aviez un peu d'avance sur moi. Alain Policard, qui est ici à ma droite, politologue, sociologue à Sciences Po, qui a l'habitude d'analyser un peu justement la politique. François Ruffin, député à LFI, qu'on ne présente plus et qui a participé à de nombreux débats sur les dernières années sur justement la politique et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Je vous écris du fond de la Somme », qui parle justement un peu de ces difficultés à se voir représenter auprès du public. Et puis Antoine Narjakovski, historien, co-directeur du pôle religion et politique au Collège des Bernardins. Et donc, avec nos invités, on va aborder ces sujets-là. La façon dont ça va se dérouler, on est dans le cycle des Mardis des Bernardins. Chacun et chacune va avoir 4-5 minutes pour un petit peu lancer les débats. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une dynamique, d'être interactif, que vous posiez des questions. On va se poser des questions entre nous. Et évidemment, on vous sollicitera pour les questions. J'avais envie de commencer par vous, Camille, un petit peu sur un petit peu vos engagements. Et on passera ensuite la parole à Antoine. Et voir justement Antoine va donner une perspective peut-être plus historique sur les sujets. Sur le lien entre éthique et politique et mon combat. Ok, ça fait beaucoup de choses. Bonjour, déjà merci à toutes et à tous d'être venus, d'avoir choisi de passer cette soirée avec nous. J'espère que vous ne regretterez pas. C'est une question qui est fondamentale pour moi. Déjà, je suis très jeune et j'ai beaucoup moins d'expérience en politique du point de vue large de la politique, de gestion de la cité que les gens qui sont autour de moi à cette table. Donc, ce que je vous dis est un avis citoyen, finalement. Mais ce que je trouve fondamental là-dedans, et notamment, c'est surtout les questions d'écologie et de justice sociale qui me sont très importantes. Mais pour revenir sur les polémiques qui traversent un petit peu la politique et surtout le traitement médiatique de ces mesures politiques. Parce que je trouve que quand j'ai vu cette question, quand on a discuté, je me suis dit c'est assez dingue parce que ça résume très bien la vision qu'on a aujourd'hui de la politique. C'est-à-dire qu'on va parler notamment de sobriété, là, très récemment. Bon, c'est super important, on en a vraiment besoin. J'étais très heureuse que ce thème arrive enfin sur le débat public. Mais il va être résumé à une histoire de col roulé. Il va être résumé à débrancher la Wi-Fi et à envoyer des mails en enlevant la pièce jointe du petit chat mignon. Ça, c'est des ministres qui ont parlé de tout ça. Il y a un rôle médiatique très important qui fait que c'est un espace où, évidemment, et les réseaux sociaux jouent aussi, alimentent ça, qui fait qu'on perd de l'intérêt pour les questions de fond et qu'on a moins cet espace démocratique, de débat démocratique, qui pour moi est fondamental pour la santé de notre démocratie. Donc ça, on le perd un petit peu et donc on est réduit quelque part à ça. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est de voir que du coup, ce qui peut paraître anodin en soi, c'est pas une histoire de col roulé ou pas de col roulé qui va faire que ça va changer la face du monde. Et en fait, à la fois, si un peu, parce que ce que ça renvoie, en tout cas pour moi en tant que citoyenne, c'est de me dire, très bien, si on me demande moi de faire des efforts, et faire des efforts, ça veut aussi dire participer à la vie publique. Ça veut dire être capable de penser un peu plus grand que moi-même, au nom d'une éthique. Au nom on a une crise énergétique qui prend ses sources dans la guerre en Ukraine, où on a voulu mettre des sanctions à juste titre pour des raisons morales, et aussi parce qu'il y a des entreprises qui font par ailleurs des super profits. Donc nous, on demande de serrer un peu la ceinture. Bon, soit. Donc si on doit se dépasser un petit peu, sortir un peu de soi pour mettre en place quelque chose de collectif, je trouve ça assez beau et juste. Mais si ceux qui sont censés nous représenter précisément en sont réduits à une forme d'impuissance totale et à une forme de contradiction, c'est très difficile pour nous de dire qu'on peut faire quelque chose. Vous voyez, ici, on a Emmanuel Macron qui nous dit, quand on va lui poser des questions sur Total Énergie, sur ses super profits, sur ses projets qu'il va faire à l'étranger, etc., on nous dit, mais je ne peux rien, vous voyez, c'est multinationales, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Elles sont libres. Bon, très bien. Et donc, en fait, si vous êtes impuissant, quelle image vous renvoyez de nous, enfin, vous renvoyez aux citoyens, aux citoyennes que vous êtes censés représenter ? Première chose. Et sur aussi l'importance d'avoir ce rôle modèle. Alors,
Évidemment que c'est délicat parce qu'à la fois, j'imagine que si on voyait, ce qui nous énerve aussi beaucoup, c'est quand cette éthique, elle n'est pas du tout portée, notamment quand on nous demande de faire de la sobriété et que par ailleurs, on voit que c'était dans les réunions ministérielles, on voyait les SUV qui tournaient comme ça entre deux réunions. Bon. Évidemment que c'est choquant. Évidemment qu'on dit, mais alors vous nous demandez de faire des efforts et par ailleurs, vous allez voter typiquement en jet privé. Comment est-ce que voulez-vous que nous, pour qui c'est beaucoup plus difficile parce que pour certains, on n'a pas ce privilège économique que partagent un bon nombre d'élus, eh bien, comment voulez-vous que nous, on fasse cet effort-là? Donc à la fois, il y a un rôle modèle, il y a la symbolique en politique qui est très importante, et à la fois, on ne peut résumer l'action politique qu'à ça, parce qu'alors, on les trouve très impuissants. Moi, aujourd'hui, d'un point de vue citoyen, quand on parle de sobriété et qu'on parle de micro-éco-gestes, je suis extrêmement déçue que mon État ne soit pas capable de mettre en place des mesures qui vont permettre une sobriété juste, qui vont permettre non pas de demander à tout le monde de baisser le chauffage d'1 degré, super, merci, c'est à la limite de mettre un col roulé, c'est ma grand-mère qui peut me donner ces conseils-là, mais pas un président qui, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est qu'il me permette à tout le monde de chauffer à 19 degrés. Et c'est déjà pas le cas de beaucoup de gens, de beaucoup de Français et de Françaises, avant même cet hiver, et que tout le monde puisse se chauffer à 19 degrés, pas plus et pas moins. Voilà, donc ça c'était le tout premier niveau des questions. Ça m'a fait penser quelque chose de très concret, qui sont un peu ces débats-là sur le premier niveau de l'éthique qui peut être résumé à cette éthique individuelle. Et après, sur nos combats, c'est la question de l'éthique, mais je vais laisser la parole à d'autres, on en reviendra. Ce qui est plus long, c'est-à-dire, est-ce qui est plus profond, est-ce qui est plus grand, c'est la question des valeurs. Comment est-ce que on ne fait pas de la politique très de court terme qui regarde juste les intérêts et les risques, mais qui est capable d'avoir une direction, un cap et ça qui engage aussi parfois d'autres pays, qui engage aussi parfois les générations futures. Et c'est retrouver cette communauté de destin qui fait que les décisions qu'on prend là, maintenant, dans l'urgence, en réalité, nous engagent dans une direction qu'on va devoir assumer. Les gouvernements d'après, les sociétés d'après, les générations d'après, et parfois aussi souvent les gens au-delà de nos frontières. Merci. Du coup, Antoine Arjakovski, cette réflexion sur un peu ce décalage qu'on voit aujourd'hui, comment on le projette, si on revient un peu en arrière, voilà, que s'est-il passé avec l'instrument politique, ou en tout cas avec l'outil politique, avec la représentation qu'on en a, et puis surtout avec le rôle de la politique dans la société? Merci Fabrice, bonsoir à tous. Je suis heureux de cette soirée qui me tient à cœur parce qu'au Collège des Bernardins, il y a donc un pôle de recherche. Et dans ce pôle de recherche, il y a un département qui s'occupe des questions politiques. On a sorti un bouquin cette année qui s'appelle « Voter fraternité, 30 propositions pour une société plus juste ». Et c'est la même idée d'introduire, de réfléchir sur cette notion de fraternité qu'on a pris comme une valeur, mais pas tellement dans son aspect pratique. Et on continue cette année. À la fin de notre réflexion, on s'est dit, mais comment aller plus loin? Eh bien, en réfléchissant sur le fond du problème qui est pour nous qu'il n'y a pas de science politique et morale à proprement parler. Il y a une sorte de déconnexion qui s'est produite entre la science politique et la morale, alors qu'il y avait encore une académie des sciences morales et politiques. Elle continue à fonctionner, mais il y a une déconnexion qui s'est produite. Et cette déconnexion, on la voit dans le cinéma. Moi, j'ai été frappé, les derniers films qui sont sortis ces derniers temps, c'est Triangle of Sadness, hein, Sans filtre, le film qui a été primé à Cannes et qui raconte la vie des super riches sur leur yacht, mais avec une impudence délirante. Le film Don't Look Up sur l'anesthésie morale, sur la conscience écologique. Il y a une comète qui se dirige vers la planète et la présidente des États-Unis ne pense qu'à sa cote de popularité et aux prochaines élections. Le film Les Illusions perdues, un peu différent de Xavier Giannoli, qui raconte aussi le problème de éthique et médias aussi. Il y a une sorte de déconnexion qui se produit, en tout cas qui est racontée dans ce film, déjà depuis Balzac et encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est dans l'air. Il y a une prise de conscience que ça ne va pas. Et nous, notre hypothèse de travail, c'est de dire, en fait, c'est profond, c'est dans la façon avec laquelle on enseigne la science politique. Et en particulier, moi, je suis passé aussi par le cursus par Assas, par différentes facs à Paris. Et j'ai eu en première année Adam Smith, avec la main invisible, hein, qui présentait un dieu manchot qui équilibrait, dès lors qu'il n'y avait pas de contrainte, l'offre et la demande. J'ai eu La fable des abeilles de Bernard de Mandeville. J'ai eu Machiavel, bien sûr, Le Prince de Machiavel. J'ai eu Max Weber. Voilà, ça, c'est la base de l'enseignement politique et économique aujourd'hui. Max Weber, Bernard de Mandeville et Machiavel. Et je voudrais dire 2 mots sur ces 3 auteurs parce que, enfin,
on les présente comme des évidences, alors qu'aujourd'hui, en fait, ils sont très critiqués, sauf que ça apparaît pas dans les programmes de formation. Alors, Max Weber, c'est celui qui nous dit dans Le savant et le politique, il y a d'un côté l'éthique de conviction et d'un autre côté l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est magnifique, c'est le témoin qui, au nom de ses valeurs, et Max Weber avait en vue les chrétiens en particulier, au nom de ses valeurs, mais irréalisables, témoigne de ses valeurs, mais ensuite, sur les conséquences, ce n'est pas son problème, Dieu y pourvoira. C'est comme ça, texto, que Max Weber en parle dans Le savant et le politique, et il dit, en fait, ce qui compte, c'est l'homme de responsabilité, et l'homme de responsabilité, c'est celui qui sait prévoir les conséquences de ses actions. Et donc, la politique doit se fonder sur l'éthique de responsabilité. Et ça, en fait, c'est contesté aujourd'hui par des savants, des universitaires. Je pense à Marc Méchalc en particulier, qui est prof à Louvain, et qui dit mais ça a été une interprétation de Max Weber, mais une interprétation de Kant, une interprétation de Fichte, mais il a détourné cette déconnexion dans un sens pratico-pratique, mais qui, au bout du compte, en vient à laisser penser que l'éthique de conviction ne peut pas avoir en vue le sens des responsabilités. Et ça, c'est faux. Et c'est faux d'autant plus, il y a un grand philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui nous dit que l'éthique, la morale, c'est par définition fondé sur des convictions. C'est l'intuition des convictions qui permet de vivre avec et pour les autres dans des institutions justes. C'est ça la définition de l'éthique. Sans l'éthique de conviction, il n'y a pas d'éthique de responsabilité. Donc, premièrement, première contestation de poids. Deuxième exemple que je voudrais donner, c'est mon ami, un philosophe, Danny Robert Dufour, qui en parle dans tous ses livres, et en particulier un bouquin qui s'appelle Le divin marché, qui critique cette fable de Bernard de Mandeville, la fameuse fable des abeilles, qui explique que ça a été écrit au début du XVIIIe siècle, à l'époque où, justement, avec Adam Smith, c'était le triomphe du libéralisme. Dans une société, quand il y a du vice, c'est très bien, parce que ça fait marcher l'économie. Et vous prenez l'exemple des libertins, il prend l'exemple des libertins, ça fait marcher l'économie, et donc il ne faut surtout pas de contraintes, et pas de contraintes morales. Parce que si vous introduisez de la contrainte, vous faussez les prix, vous faussez l'économie, et finalement, c'est pas bon pour une société. C'est vraiment ce qu'on apprend en première année d'économie. Et Danny Robert Dufour explique, ça peut-être ça peut marcher à court terme, mais ça ne marche pas à long terme. Et il prend des tas d'exemples, notamment sur la question de la pornographie, où il dit, si vous supprimez toute contrainte, si vous donnez un accès libre à tous les sites de pornographie, à court terme, ça peut peut-être produire une augmentation du PIB, parce qu'il y a de plus en plus de sites qui apparaissent, mais à long terme, ça ne peut produire que de la violence, et notamment de la violence contre les femmes. Et donc, ce n'est pas bon non plus sur le plan économique et politique, etc. Donc, voilà une deuxième critique qui est faite par Danny Robert Dufour de la théorie libérale, où il faut surtout se sortir de toute contrainte pour, par ruissellement, aboutir à une richesse. Ça c'est pas sérieux aujourd'hui d'un point de vue ni philosophique, ni économique, ni politique. Et puis le troisième exemple, c'est Machiavel. Moi, je suis frappé depuis que je réfléchis à la préparation de notre séminaire. Je lis tout ce que je peux sur Machiavel et je vois qu'il est une vache sacrée de la science politique. On ne peut pas toucher à Machiavel. Et j'ai des amis proches, Michel Tereschenko, des gens qui enseignent à Sciences Po et ailleurs, qui disent « mais vous n'avez rien compris, Machiavel, c'est le plus grand ». Or, pourtant, quand vous lisez Le Prince, alors... et que vous lisez la façon avec laquelle Machiavel remplace le terme de vertu, qui était la base de la politique au Moyen-Âge et qui était la base pour arriver au bien commun, et que vous le remplacez par le terme de virtu. Et la virtu, pour Machiavel, ça n'a rien à voir avec la vertu. La virtu, c'est l'habileté politique. La politique, ce n'est pas du tout de faire en sorte qu'on travaille ensemble pour le bien commun. La politique, pour Machiavel, c'est de savoir prendre le pouvoir et de s'y maintenir le plus longtemps possible.
Et Machiavel explique ça en disant les chrétiens, ils sont bien gentils, mais d'abord, ils ont une vision idéaliste. Franchement, les béatitudes, cette idée que quand on vous tape sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche, c'est pas ça qui va permettre de faire de la politique. Et donc, il faut passer de la vertu à la virtu. Alors ça a rendu fou Jacques Maritain. En 1941, en pleine Deuxième Guerre mondiale, il était à Chicago et il a fait un discours célèbre, une critique de Machiavel, où il explique que d'abord, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, oui, nous présente un horizon de justice. C'est vrai, dans les béatitudes. Mais l'Évangile, c'est pas non plus d'être complètement naïf, de nier l'histoire, de nier que l'histoire, c'est la divino-humanité en marche. Et donc, le Christ dit bien, soyez doux comme des colombes, d'accord, mais rusés comme des serpents aussi. Ça veut dire, le chrétien en politique n'est pas forcément naïf. Et donc, voilà, il y a eu une critique très forte qui a été faite par Maritain de Machiavel, où il l'accuse en fait d'être pessimiste par rapport à la nature humaine. La nature humaine, en fait, elle est incapable de travailler au bien commun, et donc il faut de la contrainte, et donc il faut de la violence pour permettre à ce que la politique puisse faire en sorte que le droit du plus fort l'emporte sur le droit du plus juste. Merci Antoine. François Ruffin, vous avez l'avantage, je ne sais pas, peut-être l'inconvénient, je ne sais pas, d'être au cœur du système politique, mais aussi d'être au plus près des gens qui vous ont élus, etc. Et de voir peut-être cette dichotomie qu'on a évoquée tout à l'heure rapidement, en tout cas, cette confiance qui a un peu disparu. C'est quoi votre analyse? J'ai envie de vous demander tout simplement, vous y croyez encore, vous, à éthique et politique? Oui, sans difficulté. Pourquoi les gens n'y croient plus à la politique? Je pense que Camille Etienne a donné la réponse, c'est par le sentiment d'impuissance. Je dirais par le choix de l'impuissance qui est fait par l'État. Je dis souvent, on a un État Ponce Pilate. Et d'habitude, les copains me disent, arrête de dire Ponce Pilate, les gens ils comprennent plus ce que ça veut dire. Mais ici, on peut se permettre. Donc voilà, on a un État qui s'en lave les mains dans plein de situations où on demanderait le rôle régulateur, interventionniste, modérateur, qui rétablit la balance de l'État. J'ai des exemples tout le temps. Dans le cœur de la crise Covid, le président de la République voit ce que nous voyons tous, c'est que qui vient continuer à faire le boulot sont les femmes de ménage, sont les auxiliaires de vie sociale, ce sont les aides-soignantes, ce sont les caristes, ce sont les manutentionnaires. Bon, voilà, ce qu'il a appelé les travailleurs de la deuxième ligne. Et à ce moment-là, il prononce cette phrase, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces hommes et sur ces femmes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Derrière, il y a un rapport qui paraît, le rapport de Christine Herrel. Moi, je suis tombé amoureux d'un rapport du ministère des Affaires sociales, remarquable, qui identifie 17 métiers de la seconde ligne, qui dit, voilà, ce sont des travailleurs sous-payés, qui ont des horaires instables, qui ont des contrats courts, et qui, en plus, ont beaucoup plus de pénibilité, qui respirent des cochonneries. Enfin, voilà. Et en revanche, qui ont un grand sentiment d'utilité, qui est la réalité, puisque le pays repose en partie sur elles et sur eux. Quelle est la conclusion qui en est tirée politiquement par Elisabeth Borne, ministre du Travail à l'époque? Nous faisons confiance au dialogue social pour aboutir à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire c'est la main invisible du marché qui va venir, comme la Providence, rétablir les plateaux de la balance et sans doute donner davantage de salaire pour les femmes de ménage, faire qu'à la place de passer un petit moment le matin et avoir un autre contrat à 3 heures de transport le soir, vous voyez, tout ça va être rétabli par la main invisible du marché. Ça ne s'est pas produit. Rien ne s'est produit. Donc là, il y a le refus de l'État d'intervenir. C'est pas de l'impuissance, c'est une volonté politique. Oui, c'est le choix de l'impuissance. Pour moi, il y a un choix qui est relativement constant de l'impuissance. Dire aujourd'hui, il y avait une journée de grève, on est maintenant doit être à 3 semaines de grève chez Total. Pour moi, cette grève n'a pas lieu d'être. Elle n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Normalement, en amont de ça, depuis le printemps, quand on voit que Total va faire, là, on est à 10 milliards d'euros de profit sur 6 mois, sur essentiellement la guerre en Ukraine et une essence à 2 euros, l'État doit être là pour dire, attendez, ces profits-là,
ça doit aller aux automobilistes français, ça doit aller aux citoyens, ça doit aller aux salariés, et engager un rapport de force avec la multinationale pour dire que ça doit bénéficier à l'ensemble de la collectivité, voire même à la planète, possiblement, mais que ça soit redistribué et qu'à partir de ce moment-là, il n'y ait pas un pactole. Et là, on voit le rôle de non-intervention de l'État qui laisse encore les salariés Total jouer ensemble sans se poser en tiers modérateur. Et quand j'entends dans l'hémicycle, parce que non seulement il y a ça, mais c'est presque une aggravation des plateaux de la balance, quand on voit dans l'hémicycle que Bruno Le Maire, ça fait écho à ce que vous dites, qui dit que la fiscalité n'est pas une affaire morale. Dans des temps comme le nôtre, où on a un gavage gigantesque, quand même, avec, je rappelle, le salaire des PDG qui a doublé, avec c'est le journal de mon ami Bernard Arnault, Les Échos, qui dit qu'on atteint des dividendes records, l'INSEE qui nous informe que le taux de marge des entreprises n'a jamais été aussi élevé depuis 1949, la création de l'indice. Donc voilà, on a quand même un certain nombre de facteurs qui montrent qu'il y a un gavage gigantesque en haut, qui n'est pas un gavage généralisé à toutes les entreprises. Je pense qu'il faudrait même un fonds de péréquation entre les entreprises, parce qu'en vérité, on a des firmes qui captent l'essentiel de la valeur ajoutée et qui en laissent peu pour les sous-traitants et les sous-traitants des sous-traitants. Mais, et de l'autre, en bas, qui a un rationnement, se dire quand même, moi, quand j'ai fait mon film Merci Patron, à l'intérieur, il y a ce couple de Clure qui sont des ouvriers licenciés d'un sous-traitant de chez LVMH, et à un moment, ils disent on ne mange pas à tous les repas. Et là, à ce moment-là, quand ils disaient ça, il y avait un blanc dans la salle. Les gens ne parlaient plus tellement ils étaient sidérés qu'en France, en 2012-2013, il y a des gens qui sautent des repas. Mais c'est devenu presque... Moi, je rencontre ça toutes les semaines chez des gens qui bossent, des conducteurs de cars, qui expliquent qu'ils sautent des repas, qu'ils vont piquer des steaks même au supermarché. J'ai eu une assistante maternelle qui avait perdu 2 contrats. Vous savez, ça fonctionne avec des petits contrats. Sur 4 enfants, elle avait perdu 2 contrats. Donc, elle était forcée de sauter des repas. Et pour généraliser ça, un sondage du Secours populaire qui nous dit que 25% des Français se restreignent sur les quantités dans leur assiette. Voilà. Donc on a un temps de gavage gigantesque en haut, un temps de rationnement en bas, et on n'a absolument aucune volonté de l'État d'arriver pour rétablir les plateaux de la balance, pour rétablir de la décence commune. Vous savez, j'ai tellement l'impression, même si je le fais sur un ton sur lequel j'ai décidé de revenir, mais avec une forme de colère, mais ce qu'on demande est au fond très modéré. Et se dire que, voilà, il n'y a pas ce rôle entre l'effort et le faible, le rôle de la loi qui vient rétablir ça. Alors, on a eu une discussion en coulisses, pour ainsi dire. D'où naît le choix de l'impuissance? Vous évoquiez, alors vous allez peut-être le redire après, donc je vous spoil, mais vous évoquiez 83, et il est évident qu'à gauche, parce que le choix de la société française, il peut être antérieur à ça, mais à gauche, l'idée qu'il n'y a plus d'alternative et que c'est Lionel Jospin qui dit à l'époque qu'il est premier secrétaire du Parti socialiste et il dit nous ouvrons une parenthèse libérale. Le problème, c'est qu'on n'en est toujours pas sorti. Et que, évidemment, alors je l'explique dans mon livre, que ce qui se passe dans un territoire comme le mien en Picardie et la montée du Rassemblement national est lié au choix économique et politique de la gauche des années 80. Foncièrement, la racine, elle est là. Mais donc, ça veut dire que depuis ce temps-là, on a une immense dissension entre ce que veulent les gens et ce qui est proposé par le politique. Alors, pour le dire, je pense qu'aujourd'hui, les mots croissance, concurrence, mondialisation, ce sont des mots que les gens abhorrent, qui les inquiètent, qui les angoissent. Et pourtant, le cœur des choix politiques effectués aujourd'hui, c'est encore d'aller vers plus de croissance, plus de concurrence, plus de mondialisation. Alors, il y a des signes comme ça, des signes évidents. Le traité constitutionnel européen de 2005 est un marqueur d'un non puissant. 55% des Français qui disent non à la concurrence libre et non faussée, à la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Mais c'est 80% des ouvriers, c'est 71% des chômeurs, c'est 67% des employés. Donc, c'est un véritable vote de classe. Et au fond, nos gouvernants, ils savent depuis ce temps-là que... s'ils repassent le même texte, ce n'est pas 55% que ça sera 60% ou 65%. Donc ça veut dire que depuis ce moment-là, ils sont conscients qu'on avance en démocratie, mais sans le démos, voire contre le démos. Et voilà. Alors ça, vous me donnez encore 3 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Pardon 2 minutes. Vous me donnez encore 2 minutes. Ça, c'est quelque chose de constant depuis maintenant près de 40 ans que ça dure. Et il y a des marqueurs de ça. Par exemple, c'est l'usage du mot courage.
Je lis Éric Woerth qui salue le courage d'Emmanuel Macron sur la prochaine réforme de retraite. Robert Ménard qui trouve lui aussi assez courageux de réformer les retraites. Stanislas Guerini, donc macroniste, qui dit cette réforme de retraite, eh bien nous avons le courage politique de la mettre sur la table. Courage courageux des réformes courageuses, c'est ce qu'on entend depuis 40 ans maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a de contenu dans ce réforme courageuse? Il y avait des réformes courageuses. La loi travail, c'était le FMI qui disait que c'était une loi courageuse. Une réforme courageuse de la fiscalité, c'était Le Figaro à propos de la suppression de la solidarité sur la fortune. Qu'est-ce que ce courage? C'est le courage d'aller avec les marchés financiers, c'est le courage d'aller avec les forts et d'aller contre les faibles. Voilà ce qui est en permanence ce courage qu'on nous vante depuis 40 ans. Ça me paraît l'un des marqueurs, et donc ce choix de l'impuissance. Et si je dis j'y crois, c'est-à-dire que je crois non pas à la toute-puissance du politique. Vous savez, j'ai commencé par la crise Covid. Dans le cœur de la crise Covid, le politique a montré sa formidable puissance. On n'avait pas le droit de sortir de chez nous, il fallait remplir des papiers. On n'avait pas le droit d'aller pisser à plus d'1 kilomètre. Et on nous disait ce qui était une activité essentielle et pas une activité essentielle. On nous disait qu'il y avait couvre-feu à 19h, puis finalement c'était 21h, puis après c'était 20h. La formidable puissance du politique sur le citoyen du jour au lendemain. Et en revanche, quand il se retrouve devant des multinationales, ce sont des carpettes. Bon. Beaucoup de sujets. Alain Policart, rôle de l'État, fracture évidente entre une partie des gens de la population et puis justement l'élu politique. Comment on fait? On en est où? Et comment vous analysez ça, vous, au quotidien, puisque c'est ce que vous faites, et dans la réalité d'aujourd'hui? Oui, nous sommes dans une société depuis déjà relativement longtemps, une société de défiance. Et la défiance par rapport au personnel politique, beaucoup plus qu'aux politiques, est extrêmement grande, même s'il y a évidemment des descriptions. Moi, je n'ai pas de défiance à l'égard de gens qui parlent comme François Ruffin, mais néanmoins, il y a une défiance qui me semble due largement aux institutions. Je crois qu'il faut quand même parler un tout petit peu de ce que fait à la démocratie l'élection du président au suffrage universel. Vous savez que cette élection date de 62, la réforme constitutionnelle de 62, et elle a introduit une personnalisation du pouvoir, telle façon que les citoyens sont totalement éloignés de la prise de décision. Et on a, pour justifier le maintien de cette anomalie démocratique, on dit souvent que les Français y sont attachés, et la meilleure preuve, c'est que c'est la seule élection où ils participent beaucoup. On voit bien qu'ils participent relativement peu, même à celle-ci. Alors, ce qu'il faudrait, je crois, c'est faire comme la plupart de nos pays voisins, c'est revenir à un régime parlementaire. Les raisons pour lesquelles le régime parlementaire a mauvaise presse, c'est parce qu'il est associé à une instabilité qui était celle de la 4e République. Mais la réalité, c'est que l'instabilité ne vient pas du régime parlementaire, elle vient du mode de scrutin. Et le mode de scrutin proportionnel, nécessairement, provoque de l'instabilité. On le voit dans quelques pays qui le pratiquent encore. Avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, l'instabilité n'a aucune chance d'aboutir. On a un gouvernement qui pourra gouverner, mais qui aura des comptes à rendre devant le Parlement. Il est évident qu'un président qui est irresponsable devant le Parlement, qui a plus de pouvoir qu'un président des États-Unis, qui lui doit rendre des comptes au Congrès américain, c'est une anomalie démocratique. Il faut donc démocratiser la démocratie, il faut moraliser la vie publique, et ça passe largement par ça. Alors, je ne suis pas ici le représentant de la science politique, et je n'ai pas très envie de la défendre, mais néanmoins, j'entamerais bien un dialogue avec Antoine sur un certain nombre de choses qu'il a pu dire. Je pense qu'en ce qui concerne Weber et Machiavel, il y a le prescriptif et le descriptif. Je pense que Weber décrit effectivement 2 idéotypes, morale, éthique de conviction, éthique de responsabilité. Il n'adhère pas nécessairement à l'une contre l'autre. Il décrit l'une avec l'autre. Et bien évidemment, les deux sont conciliables. Ça revient d'ailleurs à des débats en matière de philosophie politique ou de philosophie tout court entre ce qu'on appelle les déontologies, c'est-à-dire qui agissent en fonction de principes, de valeurs, et puis ceux qui s'intéressent aux conséquences, c'est qu'on appelle les conséquentialistes. Mais là encore, il est bien évident, et vous avez raison là-dessus, il est bien évident qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, les deux sont parfaitement conciliables. Moi, je crois que Machiavel est défendu par des gens qui sont très à gauche et qui voient chez lui autre chose que le machiavélisme, autre chose que la virtuosité, et qui voient aussi la vertu. Donc, enfin, c'est un débat, il faudrait faire un débat avec les textes, on ne peut pas le faire, évidemment, maintenant. Donc, le prescriptif et le descriptif, ça me paraît devoir être distingué. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut en politique
introduire ce qu'on appelle en philosophie politique un peu de perfectionnisme. François Ruffin, au fond, parlait de ça en disant que l'État était capable de nous imposer des choses pour le bien public. Parce qu'il a considéré que l'épidémie de Covid était effectivement quelque chose contre laquelle il fallait lutter. Il nous a imposé un certain nombre de contraintes. Certains ont dit que c'était des mesures liberticides. Il est vrai que parfois l'état d'urgence peut durer et devenir liberticide. Mais d'une façon générale, lorsque l'État utilise en quelque sorte ce qu'on peut appeler du paternalisme médical pour venir au secours des citoyens, il montre effectivement qu'il peut être puissant lorsqu'il le veut. Et je crois effectivement, comme François, que Camille a dit une chose tout à fait importante, l'impuissance est une impuissance institutionnalisée. Il est clair que, de ce point de vue-là, le macronisme est un art de dévoyer les concepts. Il transforme le sens des mots, c'est un point sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais quand on entend les mots de République brandis par les républicains et les macronistes, on voit bien que ce n'est pas la même République que la nôtre. Beaucoup de sujets. Camille, je voulais vous faire réagir justement sur ce rôle de l'État, parce que moi, autour de moi, notamment voilà, les générations un peu plus jeunes, on ne parle pas beaucoup de l'État, on parle plutôt du fait d'arriver à faire ces choses dans son coin, d'une certaine manière, d'arriver à faire bouger les choses comme ça. Mais comment vous réagissez à ces débats qu'on a là, qui quelque part appellent à un rôle de l'État plus clair, plus énergique, et qui soit, j'allais dire, en parallèle avec les aspirations, évidemment, des populations et des gens qui élisent nos représentants politiques? Parce qu'on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix dans le temps qui nous est imparti. Et dans le temps, je ne parle pas seulement d'une vision, d'une urgence écologique qui nous laisserait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, vraiment, je ne souscris pas du tout à cette idée-là, mais dans le temps qui nous est imparti, face à la violence du monde, je veux dire, face à la violence, face à la précarité, face à les violences faites aux femmes, face à toutes ces choses-là qui nous sont insupportables et face auxquelles on doit s'indigner. Cette indignation-là, elle est évidemment qu'elle est impatiente, et heureusement qu'elle est impatiente. Et donc face à ça, on ne peut pas décemment juste regarder entre nous et dire comment est-ce qu'on commence par s'occuper de nos repas de famille, et comment est-ce que... Évidemment qu'on a besoin de penser un peu plus grand que soi-même. C'est le principe de vivre en société. Et je trouve que un des vrais poisons, c'est qu'on nous a fait croire avec cet individualisme qu'en fait, en réalité, et surtout économique, mais qu'on nous a surtout fait croire qu'on n'avait plus d'action commune, qu'on n'avait plus de destin commun, et que donc l'écologie, pendant ces dernières années, ça a été, en tout cas massivement, médiatiquement, présenté comme l'histoire des petits gestes de je fais d'abord moi un peu. Je commence d'abord, avant de pouvoir parler, porter une voix politique, etc., au sens large de la politique, eh bien, très précisément, je dois d'abord regarder mon fort intérieur. Mais ça, ce qui est assez grave, c'est qu'en fait, on renvoie uniquement... Pour moi, il n'y a pas de choix individuel et de choix collectif. Ça n'existe pas. Moi, mon choix individuel, si aujourd'hui je réduis ma consommation de viande et de poisson, c'est pas pour moi. Moi, j'adore ça. Je viens de Savoie, je viens d'une famille avec des agriculteurs à côté. C'est pas du tout mon choix idéal, même juste moral, individuel de société. C'est juste parce que aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui, par l'accaparement des terres, par tout un tas de conséquences, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais tout un tas de conséquences de l'élevage intensif, même en commençant par les agriculteurs eux-mêmes, qui sont, pour un tiers d'entre eux, payés de moins de 350 € par mois, et c'est une des professions où il y a le plus de taux de suicide. Enfin, juste au-delà de moi-même, en fait, je ne peux pas faire autrement que de faire ce choix individuel qui a des répercussions collectives. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on réussit à refaire société sans que le mot solidarité soit ait l'air barbant. Je trouve que c'est extrêmement grave et symptomatique, en fait, que quand on parle de solidarité, on commence à bâiller. Je veux dire, à quel moment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et là-dessus, pour moi, le rôle politique est très important. C'est-à-dire que la question d'impuissance, j'en ai déjà parlé, aussi la question de mépris. Pour moi, on m'a beaucoup demandé pourquoi est-ce que les jeunes ne vont pas voter, parce que j'avais essayé de mobiliser un peu ma génération avec plein d'autres sur la question du vote. Mais beaucoup ont intellectualisé la question en se disant que c'était parce qu'on ne croyait plus dans le pouvoir du politique, etc., etc. Certes, il nous a montré son impuissance, et c'est d'abord une première brique importante. Mais il y a une partie, mais vous n'imaginez pas à quel point élevée, des gens qui juste
parce que par ce mépris qu'on nous a montré notamment ces 5 dernières années dans ce gouvernement, par des petites phrases encore, et puis des grandes réformes, et des petites phrases de traverse la rue, tu trouveras un travail, je te parlerai quand tu auras mis un costume, tous ces moments insidieux qui sont très symptomatiques de cette vision-là. Et bien en fait, par ça, on a créé un mépris qui fait que beaucoup de gens ont peur de ne pas être un assez bon citoyen. Et c'est très sincère, c'est-à-dire que pour en avoir parlé avec beaucoup d'amis, on a peur d'arriver et d'être là un peu bête devant, ne sachant pas en fait comment ça marche vraiment exactement, comment est-ce qu'on va mettre le bon endroit, tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait très concrètement pour la loi climat, donc une loi qui était censée être la Convention citoyenne pour le climat. Je m'étais beaucoup investie dessus, je trouve ça génial comme processus. Très bien, enfin, on écoute un peu des gens, on débat là-dessus. On met des experts, très bien, on y va. Allez, on met nos querelles de côté et on y croit, quoi. On construit enfin quelque chose ensemble. On n'est pas seulement contre, mais on construit avec la société civile. On a été déçus pour tout un tas de questions qui fait qu'on nous a menti en nous promettant des choses et puis après, finalement, il n'y avait rien dans la substance de la loi. Et donc, on s'est dit, bon, elle est débattue là, à l'Assemblée nationale et donc quoi? Et donc, on arrête, donc on se bat plus. Non, on va y aller, nous, en fait, devant l'Assemblée nationale. On va être sur le citoyen. S'il faut qu'on se déplace, on se déplacera et c'est pas grave. Et donc et au début on était 5 amis comme ça devant l'Assemblée nationale pendant les 3 semaines de débat, tous les jours. Et puis ensuite il y a eu des gens qui sont venus et qui prenaient le train, les bus. Il y a même des gens qui sont venus vraiment, ils prenaient des voitures ensemble, ils venaient du bout de la France pour rencontrer et parler. Et juste avant de venir là ici ce soir, j'étais dans le métro et j'ai croisé quelqu'un qui m'a reconnu, il m'a dit mais Camille, j'étais avec toi devant l'Assemblée pour la loi climat. Et en fait, j'ai vu que on pourrait voir ça comme un échec parce que cette loi est passée, qu'elle n'était pas assez ambitieuse et que c'était un grand moment politique raté pour l'écologie. Mais ce qui était incroyable, c'est que vous n'imaginez pas le nombre de gens qui se sont dit mais je peux parler moi à mon député. Je peux, c'est-à-dire que vraiment il me représente. Ah mais c'est fou, en fait ça existe et c'est concret. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à refaire. Et qu'on réussisse à créer ces moments, ces endroits où la démocratie devient forte et où elle devient féconde. Et sur la question écologique, il y a évidemment plein de choses à faire. Et sur cette question d'éthique et politique, tu disais, François, très justement qu'il y avait cette question de courage et ça rejoint tout à fait l'idée que ce gouvernement est très fort pour vider les mots de leur sens, notamment la sobriété. Je suis très triste que ça soit résumé à des petits choix individuels. Mais c'est un peu la même chose sur la question du courage, parce qu'en réalité, moi, j'y crois vraiment à cette nécessité du courage comme cap politique. C'est à ce moment donné où on se dit comment est-ce que ma fonction n'est pas on est quand même investi de quelque chose de plus grand que soi. On est quand même aussi quelque chose qui nous dépasse complètement. Et comment est-ce qu'on garde ce cap-là? Et moi, c'est ce qui me fait très peur. C'est pour ça que je vous admire de vous engager en politique. Je serais incapable de le faire à mon âge pour cette question-là, parce que je me dis, mais quelle responsabilité? Et comment est-ce que ces personnes qui en sont investies gardent ce cap-là? Et comment est-ce qu'on crée des institutions qui nous permettent de faire cette révocabilité qui au moins dans l'idée de dire on vous a élu, non pas cette phrase que vous connaissez sûrement de on m'a élu pour mes idées, vous m'avez élu pour porter mes idées et non les vôtres, mais précisément c'est l'inverse qu'on doit faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vous a élu pour tenir une parole que vous nous avez donnée, tenir un engagement. Bien évidemment, il y a des principes de réalité, on ne peut pas prévoir comme ça à la dernière minute des crises, des choses qui nous arrivent. On ne peut pas tous se tenir à ce qu'on a dit au départ sur la fiche qu'on a donnée à nos citoyens, mais les caps doivent être gardés. Et je finirai juste sur ça. Une des pistes de réflexion, des pistes de solution, c'est comment aussi est-ce qu'on pense le temps long? Parce que tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'on donne à chaque fois l'argument de « désolé, on prive de plein de libertés » ou « désolé, mais parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut faire vite. Désolé, on rouvre des méthaniers gaziers à côté du Havre, mais parce qu'on n'a pas le choix, on n'a plus d'énergie. Désolé, on va rouvrir une centrale à charbon, mais juste parce que c'est vraiment pour cet hiver. » Mais ça fait combien de temps qu'on sait qu'il va y avoir une crise de l'énergie? Ça fait combien de temps qu'on sait que notre addiction aux énergies fossiles, elle tue? Ça fait combien de temps qu'on sait qu'il est urgent de manière radicale de réformer notre manière d'être au monde? Donc quand est-ce qu'on prend ce temps? On va revenir, je pense, sur la Convention citoyenne sur le climat, qui, à mon avis, est un parfait exemple de ce qui était prometteur, puis finalement ne marche pas. Antoine, je vais quand même vous demander comment on recrée ces valeurs dont parle Camille, qui parlent de valeurs de collectif, de solidarité. Comment on recrée ça? Parce qu'on a un peu l'impression qu'en effet, ça n'est plus là. D'abord, moi, je suis admiratif de voir une nouvelle génération de jeunes qui sont vraiment déterminés dans leur combat, et je trouve ça magnifique, et ça donne de l'espoir. Et moi, à ma génération, enfin peut-être 30 ans plus tôt, c'était pas imaginable de condamner l'État, par exemple, comme ça a été fait récemment sur les questions de climat. Ça paraissait tellement sacré qu'on ne pouvait pas imaginer une seconde de condamner l'État, ce qui s'est passé très récemment.
Donc, bon, déjà, je trouve qu'il y a quand même des prises de conscience qui sont salutaires. Maintenant, encore une fois, je reviens sur la science politique. Comment sortir du débat individualisme-collectivisme dont vous parlez en disant « moi, je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre », justement en réfléchissant sur les concepts. Et il y a un concept qui est assez capital, qui est le terme de personne. La personne, c'est l'individu qui ne peut s'épanouir que parce qu'il est relié avec autrui dans des institutions justes. C'est pour ça que je citais Ricoeur tout à l'heure et que je considère que il y a eu un courant comme ça qui s'est appelé le personnalisme. Et malheureusement, Ricoeur a eu tendance, il a écrit un papier dans Esprit qui s'appelle « Meurt le personnalisme, vive la personne ». Et je pense qu'il est allé un peu trop vite, un peu trop loin dans sa critique du personnalisme parce que des grandes figures comme Mounier, Maritain, Berdiaïev et d'autres, en réalité, avaient des idées extraordinaires pour sortir de cette confrontation entre libéralisme d'un côté, socialisme de l'autre, et proposer une troisième voie qui permettait justement de dire « moi, je ne suis pas tout seul face à un État tout-puissant qui va m'écraser ». Il y a des niveaux de communauté, des niveaux de conscience qui permettent de faire de la politique ensemble. Voilà. Ça, c'est la première chose que je tiens à dire. Mais je tiens aussi à répondre à mon cher collègue Alain Policard, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que vous dites sur le terme prescriptif et descriptif. Max Weber, il est descriptif, mais sa description est prescriptive. C'est-à-dire que lorsqu'il distingue l'homme de conviction avec l'homme de responsabilité, déjà, il y a un problème. C'est ce que nous dit Ricoeur, c'est ce que Marc Méchalque de Louvain nous explique, c'est qu'on ne peut pas distinguer de façon conceptuelle l'homme de conviction de l'homme de responsabilité. Un homme de responsabilité, il a des convictions. Un homme de conviction, il a des responsabilités. Et donc, voilà, je prends cet exemple-là. Même chose pour Machiavel. Machiavel, il n'est pas repris que par des hommes de gauche. Même si le président Macron a fait son mémoire sur Machiavel, il est repris aussi par des hommes de droite. Celui qui a critiqué Maritain après la guerre, voilà. J'allais dire, Macron, c'est homme de droite ou homme de gauche? Juste qu'on clarifie tout de suite. Oui, enfin bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'hommes politiques reprennent Machiavel sans faire ce travail critique qu'a fait Maritain. Et celui, en l'occurrence, qui avait critiqué beaucoup Maritain, c'était Raymond Aron. Celui qui a cassé, si je puis dire, la critique de Maritain en France après-guerre, c'est Raymond Aron, en disant « mais vous ne vous rendez pas compte, face à Hitler, on ne peut pas jouer les 12 agneaux, il faut du Machiavel ». Voilà. Et là encore, il n'avait pas compris Maritain. Il n'avait pas compris cette idée que être réaliste, c'est pas nécessairement être dans un rapport de force physique. Être réaliste, au contraire, c'est poser les principes au bon endroit, de telle façon à ce que la loi puisse les appliquer. Et ça, aujourd'hui, c'est hyper actuel quand on parle des conflits éthiques et politiques contemporains. Tout à l'heure, Camille Etienne a parlé de la question des entreprises françaises qui détournent les sanctions comme Total Energy, par exemple, sur la guerre en Ukraine. C'est quelque chose qui est pas éthique, où les principes n'ont pas été mis au bon niveau par rapport aux pratiques. On pourrait parler aussi de la Coupe du Monde au Qatar. Quand on commence à regarder un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est assez affolant quand même. Et là, je me mets dans la place de la personne qui découvre ces informations-là. On ne croit plus à rien quand on commence à lire, etc. Moi, je voulais vous demander... Ah, il veut peut-être répondre. Juste un mot, non mais je vais prendre la place de François. Juste un mot sur l'éthique de conviction. Ce que craignait Weber avant tout, c'est que l'homme de conviction dégénère en fanatique. Donc avant tout, la pensée de Weber est une pensée anti-fanatique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais encore une fois, il faudrait des textes pour qu'on en discute. En gros, du coup, on est d'accord, parce que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut tenir les deux ensemble. Si on n'est que dans la responsabilité, on est dans la déconnexion. Si on n'est que dans la conviction, on est dans le fanatisme. Ce qu'il faut, c'est tenir les deux ensemble. Or, c'est pas comme ça que c'est interprété. François Ruffin, moi, je vais vous demander pourquoi, du coup, on n'y arrive pas concrètement. Et je revenais sur la Convention citoyenne sur le climat, qui, de prime abord, pouvait sembler comme une bonne idée. J'ai plein de gens s'y sont. Moi, je connais des gens qui se sont investis dans cette entreprise-là. Au final,
ça a été une déception, alors après, à différents degrés. Mais pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi? Parce que, voilà, est-ce que les intentions ne sont pas celles qui sont affichées? Est-ce que voilà, mais pourquoi on n'y arrive Je crois pas? que pour répondre à cette question, vous n'avez pas invité la bonne personne sur cette chaise. Parce que je veux dire, c'est pas moi qui ai lancé la Convention citoyenne sur le climat, Non, que mais j'ai trouvé comme étant une bonne mesure, enfin une bonne idée. Voilà, j'ai dit que c'était un love story vert, c'était chouette, quoi. Donc voilà, et qu'il y avait une nouvelle manière de peut-être aboutir à des idées. Maintenant, Midas transformait tout ce qu'il touchait en or, c'est pas le cas de Macron. Voilà, et donc à regret, parce que du coup, moi, pendant la crise sur le coronavirus, l'absence de démocratie pendant ce temps-là m'a pesé tous les jours. Bon, non seulement que l'Assemblée nationale soit pas consultée, mais bon, si je croyais que l'Assemblée nationale était le creuset de la démocratie, je me ferais beaucoup d'illusions quand même. Donc il y a la nécessité d'avoir d'autres lieux d'expression de la démocratie, des lieux où là, les étudiants, les commerçants, les chercheurs se retrouvent ensemble et débattent des mesures qui paraissent pas peut-être pour le jour au lendemain, mais de comment on doit organiser l'existence pendant ce temps de Covid. Mais du coup, dès que vous prononciez le mot convention, c'était plus audible. Parce que le truc avait déjà été pourri en amont, quoi. Mais est-ce que ça passe du coup par un changement qu'évoque Alain Policar, un changement de système où on va vers un système plus parlementaire? Enfin, on sait qu'on a un régime en France qui est quand même qui est assez particulier. Il n'y a pas beaucoup d'autres nations européennes ou même internationales. Enfin, j'en connais 2 ou 3, mais c'est un peu, on est presque plus proche de l'Afghanistan en termes de régime qu'on ne l'est. Voilà. Et donc, est-ce que ça passe par ça aussi? Sans doute, oui. Moi, alors, je vais vous dire mes limites, notamment à mes collègues, c'est que moi, je suis reporter. C'est ma formation, je suis reporter, j'écoute les gens et au fond, je pense d'abord avec mes pieds et ensuite je lis des bouquins et j'essaye d'élever ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, ce que j'ai entendu à un niveau plus conceptuel, parfois. D'accord. Donc, je ne sais pas ce que serait une république idéale. Et en général, je vais vous dire, c'est l'un de mes manques, mais je ne sais pas ce qu'est l'idéal. Je vois le chemin du progrès, du mieux. Je vois comment ça pourrait être. À la place de vous parler, alors il y a la 6e République, vous savez, qui est dans le programme de la France Insoumise, mais à la place de même d'aller vers de vastes horizons comme celui-là, juste quelque chose qui était réclamé de manière populaire par des millions de personnes pendant tout un hiver, le référendum d'initiative citoyenne. À partir du moment où des millions de personnes se sont exprimées là-dessus, que c'est dans des cahiers de doléances, que ça circule en tous les sens, que le politique, et en l'occurrence le président de la République, ne se saisissent pas de ça, ne disent pas « ok, on va le faire ». Pour moi, ça, non seulement ça ne fait pas avancer la démocratie, c'est un premier problème, mais par ailleurs, ça nourrit profondément du ressentiment. Parce que derrière, il croit gagner, Macron, en envoyant les forces de l'ordre sur les ronds-points, en dégageant tout le monde, et puis en faisant le grand blabla du grand débat, et avec talent. Avec panache, franchement, il va mouiller la chemise pendant 4 heures avec les élus locaux et tout ça, on peut lui reconnaître du panache. Mais n'empêche que, refusant d'entendre ce qui se dit, ce qui se souhaite, ce qui est réclamé, on pose un couvercle par-dessus ça, et en dessous, ça pourrit. Voilà. Et donc, voilà, à la place, sans doute qu'il faut des réformes des institutions de manière générale, mais je pense que juste quand il y a des masses ont réclamé ce référendum d'initiative citoyenne, tu poses ça sur la table et tu dis oui, je vais le faire. Et tu te demandes ensuite qu'est-ce que ça ouvre comme horizon possible. Comme je suis également dans le concret, vous parlez tout à l'heure, le chemin du possible, le chemin du mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples des choses qui pourraient faire un peu bouger les lignes? Ça commencerait par où? Ça viendrait d'où? Sur le plan institutionnel ou sur le fond? Non, sur ce que vous voulez faire. Sur le fond, non, mais là, je peux en avoir pendant 2 heures. Donnez-nous 2 exemples. D'abord, il y a eu des choses qui se sont dites avant. Donc, d'abord, dire que moi, je ne suis pas député par hasard. Je suis député parce que je crois au rôle de la règle qu'on se fixe et qu'on respecte. Y compris quand à la fin elle ne nous plaît pas. Mais je ne crois pas en revanche à l'autorégulation.
Ça n'existe pas. C'est Georges Canguilhem qui dit que quand... parce que je t'entends, je peux citer des philosophes aussi, moi. Qui dit que voilà, l'autorégulation, ça n'existe pas. Quand il y a des règles dans la société, elles se sont toujours imposées par l'extérieur du champ qui disait qu'il y aurait de l'autorégulation. Donc l'autorégulation, ça n'existe pas. Donc là, il y a la nécessité d'imposer des règles. Pour moi, l'Assemblée devrait théoriquement avoir ce rôle-là. En tout cas, le politique doit avoir ce rôle-là. Alors, sur le haut et le bas, je vais donner un exemple. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Il y a dépassé la contradiction. J'entends bien que plein de gens vont cultiver faire des ruches. Très bien. Franchement, pour moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'il faut dépasser cette contradiction entre le bas et le haut. Comment s'est imposée la sécurité sociale dans notre pays? En 1945, on le sait, avec Ambroise Croizat, ministre des Travailleurs, qui met en place son vaste plan de sécurité sociale. Mais il n'aurait pas pu le faire. Si jamais, pendant 50 ans auparavant, il n'y avait pas eu des caisses de solidarité qui étaient nées dans les usines les unes après les autres. Si jamais il n'y avait pas des mutuelles, si les fédérations de travailleurs ne s'étaient pas organisées entre elles, et finalement, s'il n'y avait pas déjà eu un travail de la base qui rendait possible un imaginaire. Sinon, en 1945, lui, il n'y aurait pas pensé, mais s'il l'avait dit, personne n'y aurait cru dans le pays. Donc c'est pour ça que moi, il y a la nécessité d'un dépassement de cette contradiction-là. Et ça veut dire qu'il y a des actions à mener par les citoyens dans leurs associations. De toute façon, imaginons que demain, la gauche arrive au pouvoir. Il faut déjà un peu d'imagination. Quelle gauche? Mais si jamais... En même temps, je dis le rôle de l'État, mais s'il n'y a pas une immense émulation de l'initiative privée à la base, ça veut dire des ouvriers dans les ateliers, des gens dans les bureaux, voilà, s'il n'y a pas une émulation positive pour transformer la société, c'est pas vrai qu'on va transformer la société en posant des décrets avec des ministres et un président de la République. Il va falloir une société qui soit en émulation et ébullition pour arriver à transformer les choses. Alors bon, après, sur le terrain concret de ce qu'il y aurait à faire aujourd'hui, je veux dire, par exemple, moi, ça fait 5 ans que je dis à l'Assemblée, mettons le paquet sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est du gagnant, 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 gagnant. Gagnant sur les factures des gens, gagnant sur l'emploi local, gagnant sur l'indépendance du pays et gagnant pour la planète. Bon, donc pendant 5 ans, on ne m'écoute pas. Le résultat, c'est quoi l'année dernière? Il y a eu 2500 passoires thermiques en moins, il y en a 5 millions dans le pays, ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 2000 ans. L'équivalent entre Jésus-Christ et aujourd'hui, juste pour éliminer les passoires thermiques. Voilà ce que donne la main invisible du marché, aménagée d'une petite prime rénov. Voilà. Et là, ils sont passés de 2 milliards 300 millions à 2 milliards 600 millions. Mais non, moi, je prône, de manière générale, une économie. Je dis, Roosevelt, en 1942, il est arrivé, il a décidé d'entrer en guerre, il lui manquait des tanks, il lui manquait des porte-avions, il lui manquait des bombes. Il décide de mettre en place une économie de guerre, c'est-à-dire qu'il canalise l'énergie du pays, le savoir-faire, la main-d'œuvre, les capitaux en une direction, qui est cette économie de guerre. Normalement, nous devrions être en économie de guerre climatique et canaliser les énergies, l'intelligence du pays, les savoir-faire, les capitaux en une direction. C'est comment sur le terrain des déplacements, comment sur le terrain de l'énergie, comment sur le terrain de l'agriculture, comment sur le terrain de l'industrie, comment sur le terrain des bâtiments, on change notre société. Et pour moi, il y a un rôle de direction de l'État, il y a un rôle d'impulsion de l'État, mais avec une immense place pour les collectivités locales, pour l'initiative privée, pour les associations, pour les entrepreneurs. Alain Poulicard, on a besoin de cette émulation justement au niveau local des communautés, du fait que c'est avec ce mouvement-là qu'on va peut-être arriver en effet à une transformation, en tout cas un changement du rôle du gouvernement et de l'État. Oui, je pense que c'est une piste tout à fait prometteuse. On est dans une situation en France où le centralisme a une part extrêmement importante. On peut le voir à divers degrés. Par exemple, l'attitude par rapport aux singularités régionales a toujours été extrêmement négative. La France n'a pas ratifié la Charte des langues régionales, par exemple. On a véritablement un culte de la centralisation du pouvoir qui est évidemment en accord avec nos institutions. Je pense que l'écologie même si ce n'est pas la seule chose à faire, l'écologie du quotidien, les changements effectivement dans les manières de faire,
Vous disiez, François, sur France Inter, il ne faut pas simplement vivre ensemble, mais faire ensemble. Effectivement, ça me paraît tout à fait juste. Il faut faire ensemble. Maintenant, moi, je n'ai pas de recette magique. Si je me suis attaché aux institutions, c'est parce qu'il me semble qu'une part en quelque sorte, de délitement démocratique vient de là. Il faut savoir aussi que l'Assemblée nationale, telle qu'elle est aujourd'hui représentée, ne représente pas la France. Enfin, évidemment, un député n'a pas vocation, enfin une Assemblée nationale n'a pas vocation à répertorier en quelque sorte la composition socio-démographique de la France. Mais néanmoins, il y a 78% de députés qui sont issus des classes favorisées et il y a 7 ouvriers, 10 agriculteurs et 26 employés. Donc voilà, ça représente pas grand-chose. Alors comment voulez-vous que les députés, vu leur composition, soient à même de véritablement comprendre les problèmes du quotidien, les problèmes que se posent les gens? Il y a ce qu'un politologue qui s'appelle Jan Werner-Müller a appelé une double sécession. La sécession des plus riches, c'est-à-dire 0,1%, qui peuvent ne pas payer d'impôts et qui ont des cabinets pour éviter de payer des impôts, qui payent parfois moins d'impôts que leurs secrétaires. Et puis, il y a la sécession des plus pauvres. Et c'est un point, évidemment, tout à fait essentiel. Ces plus pauvres, encore une fois, comment pourraient-ils s'intéresser à la politique s'ils n'ont pas la capacité d'agir? C'est pour ça que je crois qu'il faudrait, on a cité quelques auteurs, mais pas en citer beaucoup d'autres, mais la théorie des capacités de Sen et de Martha Nussbaum, par exemple, est une théorie qui me paraît tout à fait importante parce qu'elle considère que ce n'est pas suffisant d'être libre. Il faut avoir les moyens de sa liberté, les moyens d'agir. Et il se trouve que une part non négligeable, une part très importante de la population en France, et pas seulement en France, n'a pas ces moyens d'agir. Voilà. On va ouvrir les questions publiques, donc préparez-vous. Je pense qu'il va y avoir des micros qui vont circuler. Camille, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous disiez il y a des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient parler à leurs élus, à leurs députés, et comme s'ils le découvraient un petit peu. Ça veut dire qu'en fait, les jeunes ont un peu l'impression... Cette déconnexion, elle est totale. Il n'y avait même pas que des jeunes. Il y avait des grands-mères du quartier qui nous voyaient tous les jours venir, qui ont commencé par juste nous apporter des gâteaux, puis en fait, on a recréé un espace de débat démocratique, mais c'était très modeste. Enfin, je veux dire, il y a eu, je sais pas, peut-être 300 personnes au maximum, mais en même temps, tellement important. Mais il y a cette question d'éthique et politique, mais on a résumé beaucoup le politique. On a beaucoup résumé sur qu'est-ce que les élus doivent être, est-ce qu'ils doivent être éthiques et comment est-ce qu'ils gardent ce cap du bien, quelque part, un peu comme ça. Mais il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on fait vivre une contre-démocratie forte. Comment est-ce qu'on crée dans nos sociétés des endroits où ces contre-pouvoirs s'organisent. Et je suis assez d'accord avec François que, pour le coup, on a vraiment besoin de contraintes, de droits, de lois. Et on doit aussi ne pas idéaliser quelque part une direction, une cap comme ça, où d'un coup on aurait ce grand réveil, on se dirait très bien, nous vivons une urgence écologique et sociale telle, mettons tout en œuvre pour y faire face. On a besoin de résistance, on a besoin de contre-pouvoirs et donc précisément d'endroits comme ça où on ne perd pas cette agone en politique. Et donc aussi dans la société civile, ce rôle-là, c'est pour ça que ce que je fais et ce qu'on fait avec plein d'autres militants, c'est que à la fois on va faire des obéissances civiles, à la fois on va être dans la rue et on va en même temps aller toquer à la porte enfin pas littéralement mais presque, de nos députés en disant on sera là pendant 3 semaines, venez nous rencontrer, venez nous parler. On ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre de ceux qui nous élisent, encore heureusement qu'on ne remet pas l'intégralité de notre capacité d'action dans les mains comme ça de quelques-uns qu'on élit une fois tous les 5 ans. Pour autant, ils ont un vrai pouvoir et donc ça, il serait temps que la majorité en tout cas le réalise un peu plus, que nous on aille leur demander des comptes, qu'on ose le faire. On a une légitimité totale à le faire, elle est totale. Leur légitimité vient uniquement de nous, uniquement. Elle repose sur ça. Donc là, il y a un vrai enjeu, mais il y a aussi comment est-ce que nous, on s'organise pour faire vivre ce que disait... Enfin, voilà, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est ça, mais c'est ce vivier qui, à des endroits, on est capable de penser plus grand que nous, ou alors plutôt penser en dehors de nous aussi. Et ça, c'est très important.
Et pour ça, en fait, honnêtement, j'ai rien trouvé de mieux que de se parler. Hein. C'est pas du tout théorique, c'est pas du tout. Mais c'est juste parlons-nous. On est incapable, on le fait plus. On a par peur et par pudeur qui empêche et qui crée une apathie totale. Là, vous avez quand même la chance de nous entendre pas derrière un écran, ce qui est rare en ce moment. Donc profitez-en. Vous êtes quand même assis à côté de gens qui vivent plus ou moins au même endroit, parce que vous êtes peut-être pas venus de très très loin. J'imagine qu'il y a personne qui a pris des heures de train pour être ici. Vous vivez des gens qui partagez un intérêt commun, au moins pour la question, même si vos avis divergent. Mais profitez-en, c'est fondamental. J'ai jamais gagné autant de temps dans ma vie qu'en prenant du temps pour débattre. Et d'ailleurs, encore une fois, on va vous ouvrir les débats. Petite question, Antoine, parce que ça m'interpelle aussi. Ces questions de l'espace public, c'est quand même à l'origine aussi de ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie a été, quand on a pensé, c'était aussi un espace où les gens se retrouvaient et pouvaient discuter de tous ces sujets-là. On l'a perdu, ça aussi. Alors, n'exagérons pas, moi je travaille beaucoup sur la Russie, je peux vous dire qu'en Russie, il n'y a vraiment pas d'espace de discussion là-bas. Donc en France on a la chance... Je ne disais pas la France forcément, en général, c'est quelque chose qui... Non, j'ai l'impression qu'on a une démocratie. Par contre, ce qui pose problème, c'est que il y a une sorte de brouillage qui se fait. Et il n'y a pas de prise en compte suffisamment des voix citoyennes. C'est ça et du coup, ça pose la question des communautés intermédiaires. Mais ça, c'est pas possible si on est dans une logique d'un État tout-puissant face à un individu atomisé. On a, depuis la Révolution française, avec la loi Le Chapelier, supprimé les corps intermédiaires. Voilà. Alors, probablement pour des raisons où on pouvait se méfier des corps intermédiaires, etc. Il faut trouver, bien entendu, une façon de repenser notre démocratie qui soit juste, sans forcément retomber dans les ornières du passé. Mais néanmoins, je pense réellement que les sociétés civiles ne sont pas suffisamment entendues par le politique. Moi, je l'ai vraiment expérimenté avec des intellectuels. On a passé notre temps à alerter le politique en disant « Mais attention, là, ce qui se passe en Russie, c'est grave. Attention avec Russia Today. Ce n'est pas du tout la liberté d'expression. Ça va contre le bien commun. Ça va miner notre société. » Et il a fallu attendre 5 ans avant qu'on interdise Russia Today, qui était un outil de propagande. Et il y a bien d'autres exemples. Moi, j'ai vraiment le sentiment que malgré le fait d'avoir réuni des tas d'intellectuels de plein de milieux différents, d'avoir publié pétition sur pétition, on n'a pas été entendu. Et on voit aujourd'hui les conséquences dramatiques de ça. Donc je pense vraiment qu'il faut faire bouger les choses pour entendre plus et réellement les sociétés civiles. Merci. Juste une phrase, pardon, mais c'est à la fois comment tout ça, ce qu'on vous dit, ça peut aussi créer un sentiment d'impuissance de dire ok, c'est très bien, il faut réformer toutes nos institutions, il faut tout repenser, c'est dur et comme si c'était quelque chose de fatal. C'est très important de se rendre compte que non, et qu'on a aussi un pouvoir immense, que c'est pas uniquement quelque chose, c'est aussi quelque chose qui se prend le pouvoir, et que donc on a sortez dans la rue, enfin rejoignez-nous dans les manifestations si les choses vous indignent, battez-vous pour des causes qui vous semblent pas directement aujourd'hui vous touchez vous dans vos corps de métier, mais qui un jour vous serez bien content quand vous êtes à l'hôpital, et en fait d'avoir des personnels de santé qui sont payés à juste titre et reconnus. Donc c'est très important de retrouver ces moments-là, et ça c'est extrêmement concret, et on ne peut pas aussi se permettre d'attendre que nos politiques d'un coup le fassent. Donc à la fois il faut qu'on soit intransigeant et qu'on continue de demander inlassablement des comptes parce qu'on doit le faire, pas parce qu'on peut peut-être gagner, mais parce qu'en tout cas c'est juste de le faire, on se doit de le faire et il est de nos droits de le faire, mais aussi continuons-nous à nous organiser et n'attendons pas que la transition écologique, n'attendons pas que d'un coup les questions sociales soient réglées uniquement par le politique, il ne peut pas tout. François Ruffin, je vous sens impatient. Non, je ne suis pas impatient du tout, je suis très calme. Moi, la crise de la démocratie, pour moi, elle est souhaitée, elle est voulue, elle est organisée. Je ne vais pas revenir sur les conditions de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Disons simplement qu'on avait auparavant un bloc libéral qui était suffisamment élargi pour avoir l'opportunité de se diviser en deux et de produire une alternance qui ne produisait pas d'alternative. Qu'il a fallu qu'ils se soudent en 2017 parce que ça commence à partir à l'extrême droite ou plus à gauche. Et donc, il y a une fusion du bloc libéral autour d'Emmanuel Macron en 2017. Et que ça plaise ou non, il y a quand même un premier tour de l'élection qui se déroule avec les patrons des grands médias qui se mettent dans sa poche les uns après les autres de manière très organisée. Bouygues, Bolloré, Arnaud, Niel, Drahi, enfin voilà. Donc, on a un premier tour comme ça d'une oligarchie qui s'organise pour ne pas perdre la main. Et on est quand même... Je veux dire, aujourd'hui, c'est les 40 ans de la FEP.
l'Association française des entreprises privées. L'AFEP, c'est les patrons des patrons, enfin c'est le CAC 40 quoi en gros. À l'automne 2017, ils s'auto-invitent dans les salons de l'Élysée et ils font sauter l'impôt de solidarité sur la fortune. Cet été, ils passent un coup de fil à Bercy pour dire pas de taxation sur les jets privés. Bruno Le Maire, quand il dit qu'il n'y a pas de surprofit à l'université du MEDEF, c'est pas l'intérêt général qu'il est là pour défendre. Enfin, et tous les jours dans l'hémicycle. Donc, alors, pour moi, c'est un point de naissance. Alors, je suis né en 1975 en plus, et qui est la date du rapport que je vais vous citer, de Samuel Huntington, qui a ensuite écrit le choc des civilisations, mais qui, à cette époque-là, la commission trilatérale, qui réunit les élites japonaises, américaines et européennes, il produit pour elle un rapport qui s'appelle Crisis of Democracy. Crise de démocratie. Mais il nous dit, le problème à l'époque, c'est qu'il y en a trop de démocratie. Les gens, ils s'engagent, ils militent, ils s'organisent, ça va plus du tout. Ils votent, c'est une catastrophe. Et il dit dans son rapport, mais comment vous voulez que dans ces conditions-là, les dirigeants dirigent tranquillement? Comment vous voulez que les gouvernants gouvernent? C'est plus possible dans ces conditions-là. Il nous faut reprendre la main. Et donc, qu'est-ce qu'il dit pour reprendre la main? Ce qui est nécessaire est un degré plus grand de modération dans la démocratie. Le bon fonctionnement d'un système politique démocratique requiert habituellement une certaine mesure d'apathie et de non-engagement d'une partie des individus et des groupes. Bon, eh ben, on a organisé l'apathie et le non-engagement qu'on déplore sur les plateaux télé le dimanche soir quand il y a trop d'abstention, mais en fait qui arrange bien l'apathie et le découragement quotidien des gens ordinaires, arrange bien un pouvoir qui continue à aller dans le sens de la croissance, concurrence, mondialisation, quoi, en gros.